Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Théo Poisson, il est CEO et cofondateur d'Objectify. Comment tu vas Théo ? Salut Romain, écoute, ça va super, je suis ravi de participer à cet épisode avec toi. Écoute, moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis je suis vraiment curieux d'en savoir plus sur voilà, sur ce qui se passe pour Objectify en ce moment. Donc voilà, tu vas nous raconter tout ça dans quelques instants, mais comme tu le sais, on commence toujours l'épisode voilà en prenant un peu de recul sur le parcours de l'invité. Donc voilà, est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours pro avant la rencontre avec le Web3 ? Alors moi j'ai commencé en tant qu'ingénieur en informatique, voilà des études classiques qui m'ont vraiment intéressé à la blockchain déjà à l'époque. En première expérience professionnelle, j'ai été chef de projet à Campus France, donc un EPIC sur des projets très institutionnels avec beaucoup de friction, beaucoup des temps de développement très longs, etc. Pendant le Covid, j'ai décidé vraiment que professionnellement, c'était dans la blockchain que je voulais travailler. Donc, j'ai envoyé des candidatures et je me suis retrouvé chez Ternoa Labs à ouvrir le Labs de Ternoa en tant que lead product manager, où là, j'ai accompagné différents projets Web3 à utiliser la blockchain Ternoa. Et pas seulement. Ensuite, j'ai rejoint Webcoast, un petit studio Web3 en tant que CPO. Et ensuite, j'ai créé Objectify, on en est là. Excellent, voilà, et puis c'est aussi là où on s'est rencontrés effectivement dans l'écosystème ternois, puisque voilà, c'est moi qui avais mené ton recrutement à l'époque. Alors est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le Web3? Et je me souviens, il y avait quelque chose qui m'avait marqué quand je t'avais recruté, c'est que tu m'avais parlé, voilà, je crois que tu avais acheté de l'Ethereum pour quelques euros peut-être, ou même quelques centimes, je sais plus, voilà, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, c'est une bonne anecdote. Donc, quand j'étais étudiant, c'est vraiment là que j'ai rencontré la blockchain, et complètement par le côté trading, à jouer aux traders, à découvrir les order books et de se dire pas besoin de broker, c'est ouvert 24 heures sur 24, on est sur notre compte Kraken et on achète et on vend et on a l'impression qu'on est au loup de Wall Street. C'était vraiment pour le fun au début. Et en fait, en tant qu'étudiant en informatique, tu te mets à diguer et tu te rends compte que la technologie derrière, elle est fabuleuse. Et effectivement, on a assisté au listing d'Ethereum. Donc, j'en ai acheté, à 75 centimes. Alors, malheureusement, en tant qu'étudiant, j'avais pas un gros budget et j'ai revendu bien trop tôt. Mais c'est comme ça vraiment que j'ai découvert le Web3 et la blockchain. Quand on découvre le concept de l'EVM et qu'on est étudiant, on se dit, mais attends, je vais pouvoir exécuter du code dans la blockchain de façon décentralisée. Ok, ça va être incroyable. Et on n'a pas pris la mesure, vraiment. On savait que ce serait incroyable, mais pas à ce point-là. On n'a pas pris la mesure de ce que ça pourrait vraiment apporter. Et après, ça y est, j'étais accro. J'étais là aussi, j'ai miné du Doge au tout début, où c'était vraiment une blague. On n'y croyait pas du tout. Maintenant, c'est une top 10. Enfin, ouais, en 10 ans, là, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. C'est très drôle avec un peu de recul. Yes, effectivement, et j'imagine que voilà, tu es capable de mesurer aussi tout ce qui s'est passé depuis et comment aussi l'écosystème s'est structuré, même si voilà, aujourd'hui on trouve que c'est un écosystème très early encore. Voilà, quand tu nous racontes tout ça, on imagine que c'était vraiment la foire à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles de la jeunesse d'Objectify, voilà, et peut-être aussi nous dire pourquoi tu as souhaité lancer ton propre projet. Voilà, ça fait déjà peut-être même plus d'1 an, je pense qu'il est lancé, quelques mois en tout cas, et à l'époque, on était encore vraiment en bear market. Donc voilà, pourquoi avoir décidé de lancer Objectify à ce moment-là? Peux-tu nous raconter tout ça? Alors c'est ça fait 2 ans qu'on a créé Objectify, un bon 1 an et demi en tout cas. Moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est ce use case de la tokenisation. Et c'est par ce use case que j'ai compris l'intérêt du NFT. Au début de l'arrivée vraiment massive et mainstream des NFT, j'étais vraiment sur le banc de touche à pas comprendre l'intérêt. C'était beaucoup de la profile pic, c'était ok, c'est un lien vers une image, ok, tu peux prouver que t'en es le propriétaire, mais j'avais du mal.
Et c'est vraiment en comprenant la valeur du NFT en tant que certificat de propriété digitale que je me suis dit: «OK, en fait, représenter la propriété de biens physiques par un NFT et apporter la liquidité du NFT au monde réel, là, il y a énormément de potentiel». Et je me suis vraiment dit, quand j'ai compris ça: «OK, bah, dans 1 an, tout sera tokenisé, il va y avoir plein de boîtes qui vont faire ça et cetera». Et pas du tout. Il y a eu des gros acteurs qui ont fait des tentatives, le rachat de Artefact, notamment par, Nike, des Gucci qui ont tokenisé un petit peu, mais à chaque fois, c'était des gros acteurs et à chaque fois, c'était basé sur une promesse. En échange de tel NFT, je te donnerai tel produit et ça fonctionne que si on est Nike ou Gucci ou une entreprise énorme. Et j'ai été vraiment frustré de la manière dont c'était fait et que ça se démocratisait pas assez vite. Donc je me suis dit: «Pour pas que chacun réinvente la roue, eh ben nous on va faire un carrosse et tout le monde va pouvoir monter dedans», avec cette idée de proposer une plateforme de tokenisation as a service et c'est comme ça qu'est né Objectify. OK, ben merci pour la vulgarisation. En tout cas, c'est très clair et on comprend mieux pourquoi tu as voulu lancer ce projet. Alors est-ce que tu peux nous peut-être maintenant rentrer un peu plus dans le concret et nous donner un peu, voilà, votre vision et à quel point de douleur concret vous répondez? Est-ce que vous adressez certains secteurs d'activité? Est-ce que vous êtes une approche globale pour tokeniser n'importe quel type d'actif? Voilà, c'est quoi votre vision là-dessus? Alors moi, ma vision, c'est vraiment le Real World Object. C'est pas le RWA, c'est le RWO. J'ai encore vu nulle part. Je pense que c'est vraiment une sous-catégorie du RWA qui est hyper intéressante. Et on fait pas du clone digital, on fait pas du passeport digital. C'est vraiment du titre de propriété. Donc l'idée, c'est d'avoir un coupon et de pouvoir l'échanger à tout moment contre la livraison du produit. Ça va permettre d'apporter de la liquidité au produit physique, d'effacer les frontières, d'effacer les livraisons entre les personnes et de garantir que quand il y a un échange en C2C d'une personne à une autre, ben ce soit bien le vrai produit qui est échangé et la personne pourra se faire livrer par la marque. Donc ça, c'est vraiment la vision. Pour ça, notre cible, c'est l'édition limitée, parce qu'évidemment, il y a cette notion de supply qui diminue à chaque fois qu'un titre de propriété est burné pour déclencher la livraison du produit. Il y a la supply diminue de façon organique. Donc ça, c'est un concept qui est hyper intéressant et ça nous permet d'être 100% authentique sur les produits. On sait que sur StockX, par exemple, qui fait de la certification de sneakers, il y a jusqu'à 20% de faux qui circulent et qui sont malgré tout authentifiés et qui se retrouvent dans le circuit. Sur Objectify, on peut dire très assurément que 100% des produits sont authentiques parce qu'on travaille directement avec les marques. Et c'est les marques qui viennent lister leurs produits, leurs collections sur la plateforme Objectify. Et ça nous permet d'être à la source même de l'authenticité. Donc ça, c'est un peu le point de douleur qu'on adresse avec cette vision de posséder digitalement et on vient dans un segment qui est vraiment unique où il n'y avait rien avant. C'est ce moment dans l'expérience d'achat qui est post-achat et pré-livraison. Et normalement, il se passe rien à ce moment-là. Et grâce au NFT, grâce à la tokenisation, maintenant, on a un titre de propriété et on peut faire plein de choses avec, que ce soit utiliser le produit dans le métavers ou dans la vraie vie, mais pas les deux, que ce soit d'activer des actions avec les marques, des événements, des promotions, etc. Et surtout de créer ce marché secondaire de la première main qui n'est permis que par l'échange de ces titres de propriété entre les personnes. Bah, écoute, c'est hyper intéressant et est-ce que tu peux nous donner du coup, quelques exemples de premiers actifs que, voilà, que vous avez proposés sur Objectify? Donc on a 3 clients aujourd'hui sur Objectify, 3 premières marques qui font toutes de l'édition limitée. Il y a une joaillière, il y a Tom Hammer, un artiste qui commence à être connu dans le Web3 sur la scène française notamment, qui fait des belles sculptures en résine. Et on a Trashboard qui fait des skateboards en édition limitée dans un matériau incroyable en carton recyclé. Donc ils vendent sur Objectify leurs produits sous forme de titres de propriété. Et là où on a vraiment innové la chose, c'est que les titres de propriété sont en fait des contrats passés entre la marque et les NFT émis par Objectify. Donc si Objectify disparaît, on a quand même un contrat signé qui reconnaît le produit et la marque et le lien entre le produit et la marque. Donc vous pouvez ouvrir un litige commercial si la marque refuse de vous donner le produit. Donc en tant que consommateur, on est protégé, mais la marque également est protégée parce qu'elle vient citer ses conditions générales de vente et donner une durée sur laquelle elle reconnaît le titre de propriété. Et donc 99 ans, vous ne pourrez pas réclamer votre skateboard auprès de Trashboard, ce qui est tout à fait normal parce qu'en attendant que le produit soit livré, que la demande de livraison soit initiée, c'est la marque qui stocke le produit. Bah, ouais, effectivement, alors j'imagine que c'est un excellent, point en tout cas, argument commercial parce que c'est vrai que, notamment quand il y a, voilà, des projets,
jeunes qui peuvent se lancer, etc. Il y a toujours la crainte derrière de oui, mais si le projet disparaît, est-ce que voilà, mes fonds sont pas perdus si j'ai pas encore demandé la livraison de mon asset. Donc effectivement, ouais, c'est vraiment en tout cas ingénieux comme méthode. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de un peu de la roadmap et puis de vos prochains jalons clés? J'imagine que il y a du développement commercial et l'objectif c'est d'onboarder beaucoup plus de clients et d'avoir une offre plus large. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner dans la roadmap? Bah ça, tu sais, il y a toujours beaucoup à faire dans une startup en termes de roadmap. Donc oui, c'est très chargé. C'est assez ambitieux. Déjà, dans l'immédiat, on sera au CES de 2025 en tant qu'exposant sur le village Web3 Innovation, Tokenisation, à Las Vegas en janvier. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous où on compte vraiment montrer ce qu'on a fait et sortir un peu du bois au CES. Après, en termes de produits, ça va être le développement de la marketplace C2C. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce côté B2C où les marques viennent lister et lancer leur drop, vraiment ce concept de drop culture qu'on vient booster au NFT. Demain, on veut vraiment que les utilisateurs puissent entre eux s'échanger les titres de propriété, se les revendre. Donc c'est cette marketplace C2C intégrée avec un accent très très fort sur la facilité de l'utilisation. Je te le disais juste avant, Objectify c'est démocratiser le titre de propriété, c'est démocratiser la tokenisation et ça passe par rendre ça simple. Pas d'histoire de wallet, tu viens te connecter avec un compte Google, tu payes par carte bleue. Moi je veux vraiment que nos grands-parents puissent utiliser Objectify et s'acheter des produits en édition limitée. S'ils veulent se le faire livrer tout de suite et ne pas jouer avec leur titre de propriété, il y a aucun problème, c'est un clic de plus. Voilà, c'est vraiment rendre ça simple et accessible à tous, pas seulement aux marques avec cette tokenisation as a service, mais aussi et surtout aux utilisateurs qui au final vont manipuler du NFT sans même le savoir. Donc ça c'est vraiment ça reste un point hyper important et ce sera toujours sur le devant pour Objectify. Et en termes de roadmap, évidemment obligé de citer la levée de fonds qu'on a démarré et qu'on commence au CES notamment. Et en 2025, on souhaite lever des fonds pour accélérer les choses, vraiment internaliser toute l'équipe et accélérer quoi. Bah écoute, en tout cas, c'est hyper ambitieux, donc bon voilà, je vous souhaite, je vous souhaite le meilleur pour tout ce qui vous attend. Et ouais, t'avais anticipé ma prochaine question. Je voulais justement aller te challenger un petit peu sur cette question de user experience et d'accessibilité, parce que c'est souvent ce qui est reproché au Web3. Mais voilà, j'étais allé voir aussi en préparant le podcast, et oui, j'ai vu que la connexion, effectivement, et l'inscription se faisait de manière très simple. Voilà, pas besoin de wallet. Tu parlais aussi de paiement par carte bleue. Donc, écoute, en tout cas, voilà, je suis convaincu que c'est ce genre d'initiative forcément qui va amener beaucoup plus de monde, voilà, dans des cas d'usage Web 3. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on prenne un pas de recul sur ton expérience entrepreneuriale. Tu disais, ça fait bientôt 2 ans que tu as lancé le projet. Si tu avais quelques conseils à donner à d'autres entrepreneurs Web 3 qui sont sur le point de lancer leur projet, qu'est-ce que tu leur dirais? Une bonne question. Il faut vraiment se pencher sur la régulation. On peut pas aujourd'hui lancer. Alors c'est contre-intuitif un peu de dire ça parce que la régulation est en retard. J'apprends rien à personne quand je dis ça. Mais il faut quand même s'intéresser aux limites. Il y a quand même des limites qui sont posées. On a de la chance d'avoir Mika en Europe qui en pose beaucoup. Mais au moins, on sait quelles sont nos limites et on sait un peu quoi faire. Il faut vraiment dessiner déjà les contours juridiques. Bon, avec Objectify, on a un enjeu de compliance énorme. Donc, c'était vraiment les 6 premiers mois de la boîte. C'était travailler avec les avocats sur ce contrat de tokenisation, comment on allait matérialiser la propriété physique dans un NFT. Bon, c'est clair qu'on avait un sujet énorme. On a mis 6 mois de juridique avant même de poser une seule ligne de code. Et je pense que c'est hyper bénéfique, ça fait des fondations hyper solides. Et après, quand tu vas te développer en tant qu'entrepreneur, tu vas aller chercher des grants, des subventions auprès des localités, auprès de la France, auprès de la BPI, etc. Et d'avoir vraiment bien posé ton juridique, ça va vraiment aider la suite et montrer aussi que c'est sérieux, que c'est solide. Tu lances pas un token par-dessus la jambe. Alors nous, on n'a pas de token. Tu fais pas n'importe quoi. Même si techniquement c'est facile, il faut vraiment prendre le temps de se poser et d'étudier ce qui est possible de faire. Après, c'est aussi hyper important dans le Web3 de se poser la question, est-ce que la blockchain sert vraiment à quelque chose dans ce que je fais? Bien souvent, quand on est, on est dans le Web3, on aime cette technologie, on veut en mettre un peu partout, ça ne résout pas tout, vraiment. Et des fois, une base de données, ça fait aussi un très bon travail. Donc, vraiment se poser la question sur à quel moment j'utilise la blockchain. Peut-être que je peux l'utiliser un peu moins que ce que j'avais en tête et c'est toujours hyper pertinent. C'est voilà, c'est des questions à bien se poser
et évidemment que ça fasse avancer l'écosystème. Je pense que ça sert, enfin, des conseils un peu d'entreprendre dans des choses qui suivent juste la hype et qui n'ajoutent pas forcément grand chose de nouveau. Et après, évidemment, bien s'entourer, trouver les bonnes personnes. Tu connais ça, Romain, mieux que personne, mais voilà, trouver des talents, trouver des gens qui ont les compétences qu'on n'a pas et en qui on peut avoir confiance. On a de la chance, on a une team sur Objectify qui est incroyable, hyper pluridisciplinaire. On a un sales, on a un expert de l'UX et du design, on a un CTO incroyable. C'est la base de construire de belles choses, c'est de le faire avec des belles personnes, quoi. Bah écoute, je peux que partager ce que tu dis, hein. Effectivement, hein, le nerf de la guerre, c'est les personnes qui rejoignent l'équipe et c'est tellement crucial au début d'un projet parce que voilà, quand tu loupes un recrutement, quand tu as une équipe de 3 personnes, bah voilà, tu as 30% de l'équipe qui fait pas l'affaire. Donc clairement, c'est vraiment quelque chose de crucial et je suis ravi de, de te l'entendre dire et voilà que tu le mettes en avant. Ce que je te propose pour la suite de l'épisode, c'est qu'on aille sur des questions voilà un peu plus de voilà, personnel, on va dire, et puis de ta vision du Web3. La première question que je voulais te poser, c'est en ce moment, voilà, c'est quoi la tendance ou la techno qui te hype le plus, bien entendu, au-delà peut-être des technos que tu utilises sur Objectify, bien entendu. Alors, c'est pas forcément tendance, mais pour moi, il y a vraiment un avant et un après le RC 4337, donc l'account abstraction qui permet ce fameux login par réseau social en un clic. Et ça, quand c'est arrivé, je me suis vraiment dit, OK, la mass adoption, maintenant, on est prêt. En fait, avant, on n'avait pas les outils. Faire télécharger un MetaMask, sauvegarder ses 24 mots ou installer une Ledger à quelqu'un, c'est pas envisageable pour une mass adoption. C'est à aucun moment on va atteindre les milliards de personnes qui utilisent Internet si on a ce frein là d'accès. Donc pour moi depuis l'account abstraction, il n'y a pas eu autre chose de plus game changer dans le Web 3 et on est ravi d'utiliser voilà des wallets MPC sur Objectify pour rendre ça simple tout simplement. Et ça permet, c'est vraiment la marche qui permet à tous de faire du Web 3 sans le savoir. Je connaissais pas le numéro technique de cette ERC. Écoute, voilà, je me coucherai moins bête, mais ouais, carrément. Je comprends, ça fait pleinement sens en plus avec ton projet. Donc, on arrive déjà à la dernière question de l'épisode. C'est passé hyper vite. Alors voilà, la question, elle est toujours un peu touchy. Si tu avais une feuille blanche et puis un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal, qu'est-ce que tu dessinerais? Alors si j'avais pas de limite et que je pouvais me permettre d'être utopique, franchement c'est un Web 3 qui nous permet de reprendre le contrôle sur nos données, sur notre usage qu'on a d'internet. Moi j'imagine vraiment un Web 3 où déjà on est payé quand on partage une information privée, on en reçoit une partie, en plus on choisit à qui, on choisit si on veut pas du tout la partager, et on est alors c'est vraiment cette vision d'être un peu notre propre pas que banque, mais tu vois, avec ce qu'on fait sur Objectify, c'est voilà, je possède mes produits, je partage si je souhaite aux autres ce que je possède. Enfin, c'est vraiment cette notion de contrôle, mais simple pour tout le monde. C'est vraiment allier des choses qui sont peut-être contre-intuitives. La blockchain, ça fait peur à beaucoup qui se disent oh là là, mais non, mais moi je comprends pas, je vais pas me mettre là-dedans. Et souvent je leur réponds mais tu comprends pas comment Internet ça fonctionne. Pourtant tu l'utilises tous les jours. T'as pas besoin de comprendre une technologie en profondeur pour l'utiliser. Netflix, c'est un projet d'infrastructure informatique pour te servir un catalogue comme ça en un clic. Et personne n'y pense à ça. Donc c'est vraiment ce Web3 qui nous remet au centre tout en restant simple pour l'utilisateur final. C'est un peu ce que j'aimerais vraiment dessiner. Bah écoute, merci du partage, hein, et puis je pense que à travers ce que tu dis, c'est revenir finalement aussi aux fondamentaux d'Internet et de la partie, on va dire, Web3, qui est un des sous-composantes d'Internet finalement. Donc écoute, merci beaucoup pour ce partage et puis merci beaucoup voilà tout court pour cet épisode. C'était franchement cool qu'on le refasse ensemble et puis ça m'a permis aussi de de refaire un update avec toi. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé. Bien entendu, je vous souhaite le meilleur pour Objectify et puis si je peux vous donner un coup de main sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Et bah écoute, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Voilà, si tu veux dire un petit mot aux auditeurs, c'est le moment. Merci beaucoup Romain déjà pour l'invitation. Comme tu dis, c'est passé hyper vite. Le mot aux auditeurs, vraiment, éclatez-vous dans le Web3, c'est un domaine sans fin. Soyez curieux, recherchez des choses. N'hésitez pas à visiter objectify.io et merci à tous.
C'était top, merci Romain. Écoute, on partagera les liens vers ton profil LinkedIn, vers Objectify, voilà, dans le descriptif du podcast. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente journée, Théo. Je te dis à très vite et bonne chance pour la suite. Salut. Merci, salut Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.